Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind de Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche et comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, de l'économie, d'analyser les événements les plus importants de la semaine boursière, faire des bonnes conclusions et adapter nos stratégies en conséquence. Aujourd'hui, je vous invite dans mon nouveau bureau. Vous voyez que l'ambiance est différente autour de moi parce que voilà, c'est ma première vidéo de café de dimanche que j'enregistre après le déménagement dans le sud de la France. Maintenant, je suis en Provence, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis un certain temps. Et voilà, c'est la première vidéo, c'est un peu historique, donc ça va beaucoup changer un petit peu l'atmosphère, je pense, mais c'est la première vidéo. Voilà. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que pour moi, les likes, c'est super important. S'il vous plaît, n'oubliez pas, les algorithmes YouTube m'obligent de vous le demander chaque fois pour que la chaîne se développe. La chaîne reste gratuite, et elle est toujours gratuite, et j'essaie de vous offrir l'information de qualité toutes les semaines, comme ça, dans le cadre de ces vidéos café du dimanche. Voilà, aujourd'hui au menu, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les statistiques, notamment les statistiques de l'inflation, parce qu'il y a eu pas mal de publications intéressantes qui ont eu lieu cette semaine. On va parler rapidement du but de trimestriel qui sont mitigés, il faut l'admettre. Et dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler plus de ma vision des marchés, de ma stratégie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Je vais vous ouvrir quelques positions que j'ai ouvertes cette semaine et je vais vous donner plus ou moins mon sentiment du marché que je donne de toute façon tous les jours, tous les matins sur le site mindthecash.fr que je vous invite à rejoindre, où il y a mon blog où j'essaye de faire des postulations quasiment tous les jours pour vous donner le synthèse de la presse économique et aussi partager avec vous mon sentiment du marché du jour. Voilà, et également, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il existe Telegram et le Club Option Invest pour ceux qui s'intéressent aux options. D'ailleurs, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo de café de dimanche parce que je fais quelques trades en options cette semaine. Pour ceux qui s'intéressent à ces instruments extrêmement puissants, vous pouvez rejoindre notre Club Option Invest. Évidemment, tous les détails sont dans la description à cette vidéo. Voilà, on commence. Donc, cette semaine était très chargé en statistiques, en publications trimestrielles, mais les publications les plus importantes ont eu lieu évidemment mercredi quand les Américains ont publié leur indice CPI et le core CPI. CPI, c'est quoi? C'est Consumer Price Index, en fait, c'est l'indice de l'inflation, en fait, juste pour simplifier à fond. Après, il y a plusieurs variations de cet indice qui comprend certains produits, on va dire, style l'énergie ou pas, ou bien ça comprend uniquement les produits on va dire, de consommation classique. Mais peu importe, en fait, maintenant, ils sont surveillés, ils sont scrutés par le marché de manière de très près. Et encore une fois, c'était une déception. Donc, j'en ai écrit d'ailleurs sur mon blog, sur mindthecash.fr, qu'il pourrait y avoir une déception, tout simplement parce que cette publication couvre une période où les prix de l'énergie étaient au maximum. Ça fait 3 mois que les investisseurs s'attendent au pic de l'inflation et à chaque fois, ils sont déçus. Donc, et ça, c'est d'ailleurs un point très important que j'aimerais bien un petit peu élaborer en fait dans cette vidéo de café de dimanche, parce que selon moi, encore une fois, j'essaie toujours d'être optimiste, la situation est en train de changer maintenant. Donc le core CPI, il y a de fortes chances que c'était la dernière déception sur les indices mensuels de l'inflation. Et on peut légitimement s'attendre que les prochains mois vont s'améliorer. Pourquoi je suis aussi optimiste? Tout simplement parce que les prix de l'énergie commencent à s'effondrer. Moi, je parle évidemment du pétrole, mais sur le marché du gaz. Pour le marché du gaz, c'est très volatile. C'est un marché un petit peu à part. Je ne pense pas que je vais rentrer trop en détail dans cette vidéo, mais en gros, les tendances là-bas, elles sont vraiment un peu à chaque fois chahutées. C'est pas une tendance plus ou moins identifiable comme sur le marché du pétrole. Mais qu'est-ce qui se passe sur le marché du pétrole qui reste quand même en benchmark de marché de l'énergie? Jetons un œil sur l'image technique et nous voyons que les derniers jours, on s'est effondré de manière tellement rapide qu'on a cassé tout d'abord la moyenne mobile de 50 jours et maintenant on est en train de tester la moyenne mobile de 200 jours qui devient évidemment un support très important. En plus, c'est un support qui est assez proche au niveau symbolique de 100 $. Donc 100 $, évidemment, c'est un niveau extrêmement élevé. Et justement, tout ce qui est en dessous de 100 $, si les prix se stabilisent,
on peut espérer que les prochaines statistiques d'inflation vont ressortir meilleures que prévu. Bon, évidemment, les analystes ne sont pas dupes, en fait, ils vont adapter leurs prévisions, mais déjà, on peut s'attendre à une certaine amélioration qui va être certainement bien accueillie par les marchés financiers. C'est un premier argument pour dire que probablement nous avons atteint un certain plus bas, en quelque sorte, dans cette correction sur les marchés financiers. Cette correction qui est quand même déjà assez marquée parce que sur la plupart d'indices, on a à plus de 20% de baisse sur les indices principaux, donc certains ont baissé même plus. Et donc, on peut légitimement espérer commencer à chercher les sujets, évidemment les plus bas, parce que beaucoup d'investisseurs qui se posent des questions, est-ce que ce n'est pas le moment de se positionner, ou bien ceux qui sont malheureusement été positionnés déjà depuis le début de l'année, ils se demandent est-ce que c'est une catastrophe, est-ce qu'il faut liquider les positions, accepter les pertes, etc. etc. Mon avis reste relativement optimiste parce que moi je ne vois toujours et encore pas d'alternative au marché d'actions, parce que les marchés de dette sont très compliqués aujourd'hui à lire, et les marchés d'actions restent pratiquement le seul marché où nous avons des profits, où on a des cash flows, on a des revenus qu'on peut anticiper, et donc placer son argent, en fait l'investissement va naturellement vers ces marchés-là, qui ne sont pas aussi spéculatifs que les marchés comme les marchés de crypto, etc. Et évidemment les marchés des commodities, et qui reste quand même fondamentalement relativement facile à comprendre. Aujourd'hui, nous arrivons à des indicateurs assez intéressants au niveau des price earnings, au niveau de l'indice, en fait, parce que vous savez, le PER, on peut le voir, on le regarde souvent au niveau des actions, mais il est encore plus représentatif selon moi quand on regarde tout l'indice. Donc vous prenez 50, par exemple, 500 valeurs de S&P et vous regardez le PER moyen de toutes ces valeurs qui font partie de tel ou tel indice. Et donc là maintenant, nous arrivons au niveau où le marché, on ne peut pas dire que le marché est trop cher. Voilà, donc on peut commencer à chercher les points bas pour commencer à se positionner sur des secteurs qui nous intéressent, parce qu'il y a des secteurs qui ont corrigé énormément, et un de ces secteurs nous allons aborder dans cette vidéo de Café Dimanche. Donc on voit que techniquement l'image sur le pétrole reste très baissière. Et quelles sont les raisons fondamentales pour cette baisse? Bon, c'est assez évident. On reparle du Covid, il y a un nouveau variant, il y a des lockdowns qui reviennent de temps en temps en Chine. Chine, évidemment, c'est un des locomotives de l'économie mondiale. Et donc, ce n'est pas surprenant que maintenant, les marchés, ils anticipent de plus en plus la récession. Moi, personnellement, je pense que nous sommes déjà dans une récession. Et quand on parle de la récession, évidemment, on a moins besoin de l'énergie. Et donc du coup, ça fait quelque part compenser les effets négatifs de la guerre en Ukraine, de Energy Crunch que nous avons vécu juste avant la guerre en Ukraine. Donc voilà, nous arrivons quelque part, on ne peut pas dire que nous arrivons à la normale, mais nous arrivons à un autre facteur qui permet de compenser un autre facteur qui était très bullish sur le pétrole, et ça nous permet par malentendu d'arriver à une certaine forme d'un équilibre sur les marchés énergétiques. Par contre, il ne faut pas oublier que la guerre en Ukraine et le bras de fer entre la Russie et Vladimir Poutine continue, qui présage en fait l'hiver très difficile, parce que Vladimir Poutine menace et quasiment toutes les semaines de couper le gaz pour l'Europe, pour ses clients occidentaux, pendant la saison hivernale, la saison qu'on va chauffer pour l'année 2022-2023. Évidemment, si cela arrive, dans ce cas-là, ça va être un événement majeur sur tous les marchés, ça va faire exploser encore une fois les prix de l'énergie, mais pour moi, ça va concerner plutôt le gaz et l'électricité, qui sont extrêmement corrélés, bien évidemment, et peut-être un peu moins les prix du pétrole. Donc voilà, en tout cas, pour le pétrole, on commence à retrouver un certain équilibre, dans des niveaux élevés, mais raisonnables. On va dire qu'on est dans une échelle élevée de prix du pétrole, mais quand même, ce n'est pas une catastrophe, ce n'est pas 200 comme c'est le cas dollars par baril que certains voyaient déjà il y a encore quelques semaines. Voilà, ensuite, les autres indicateurs, ils étaient aussi très inflationnistes. Vous savez, aujourd'hui, toute cette semaine, il y a eu des indicateurs macro qui ont été publiés. Quasiment tous les indicateurs étaient très inflationnistes. Mais encore une fois, il s'agit de juin. Juin, c'était un mois où il y a eu le plus, vraiment, la concentration de tous ces risques inflationnistes, et il n'est pas du tout étonnant de voir cette explosion de l'inflation pour cette période-là. On va voir ce que ça va donner pour juillet et août,
Ça va être super intéressant. Bon, après, vous savez, il fait super chaud aujourd'hui, par exemple. Je ne sais pas, ça va peut-être aussi affecter dans certains nombres de marchés énergétiques. On va voir. Mais je pense que les prochaines publications vont être un petit peu plus optimistes et ça va être très bien pris par le marché financier et le marché anticipe. Et là, on va voir d'ailleurs, ça c'est un autre point positif que moi je vois sur les marchés financiers, que techniquement, les marchés montrent une certaine résistance aux mauvaises nouvelles. Par exemple, quand le core CPI a été publié, le même jour, S&P 500, évidemment, après la publication, il a chuté de presque 2% pour finir proche à l'équilibre à la fin de la séance. Bon, c'était pas proche à l'équilibre, c'était moins 0,5, 0,7%, mais de loin de ses plus bas de la séance de mercredi 13 juillet. Voilà, donc vous voyez, donc ça veut dire que c'est quoi? Dans l'analyse technique, il y a un principe, c'est que si les mauvaises nouvelles ne sont pas surréagies par les marchés financiers, ça veut dire que la puissance des bulles sur les marchés sont très fortes. Donc ça veut dire que la tendance de fond commence à être assez haussière et bon, l'argent cherche une petite fenêtre pour se positionner. Donc voilà, ça c'est un point de vue purement technique, c'est un point important à signaler que si par exemple on commence à se positionner, si vous avez beaucoup de cash, si vous avez eu de la chance de passer cette correction de l'année 2022 en cash ou presque en cash, dans ce cas-là, c'est peut-être, vous devez vous poser la question si certaines de vos valeurs, certains de vos shortlists ne sont pas arrivés à des niveaux qui commencent à être intéressants. Les autres indicateurs, très rapidement, l'indice ZU en Allemagne, moi personnellement, je ne regarde pas énormément cet indice parce qu'il est très volatile, mais il fait partie des indicateurs majeurs. En gros, c'est un sondage en fait par rapport au sentiment économique. Qui, en gros, la question c'est est-ce que vous êtes content ou vous n'êtes pas content, plus ou moins. Et après, le pourcentage de personnes qui ont répondu oui ou non, ça représente quelque part le sentiment. Mais en fait, c'est vraiment volatile et c'est sensible évidemment au risque inflationniste, c'est sensible au prix de pétrole. Et donc du coup, la vie peut changer très rapidement selon la situation macroéconomique. C'est toujours intéressant, mais c'était en dessous des prévisions. Ensuite, PPI, c'est Producer Price Index, en fait, c'est aussi l'inflation, c'est juste le côté producteur. Il a augmenté, donc encore une fois, il était au-dessus des attentes. Et les ventes au détail, il était plus important que prévu, donc ça veut dire que les consommateurs continuent à consommer malgré que l'effet de chèque Biden, etc., ils sont déjà un petit peu passés. Mais quand même, la consommation reste importante. En fait, toutes les conditions sont réunies pour que l'inflation continue. Mais par contre, les prix de l'énergie commencent à nous montrer les signes de faiblesse. Donc, maintenant, je vais vous montrer le tableau de bord. Ça fait un moment, avec tous mes déménagements, toutes mes histoires provençales, on n'a pas revu. Maintenant, je vais faire un tour très rapide sur les performances des indices, comme d'habitude. Bon, ça n'a pas énormément bougé, donc sur une semaine, même pas 1% sur S&P 500, mais on va quand même regarder l'analyse technique parce que je pense que c'est assez intéressant. Toujours, je vous parle de mon modèle technique que j'ai présenté depuis une année, j'ai l'impression presque, et il fonctionne toujours. Donc ce modèle technique, il est là, il nous aide. En fait, vous pouvez voir que nous sommes toujours dans le modèle correctionnel. Par contre, je commence à être, encore une fois, pour des raisons que je viens de vous expliquer, je commence à être un petit peu méfiant. Parce que cette fois, je n'exclus pas que le canal serait cassé par le haut et on réussirait de se stabiliser au-dessus. C'est du trading, c'est du risque. En fait, si vous voulez prendre ce risque, c'est à vos risques et périls. Moi, mon positionnement actuel, je vais graduellement passer aussi pour la discussion sur mes positions. Pour l'instant, je reste dans ma stratégie. J'ai augmenté ma position longue encore parce que maintenant, en fait, l'ensemble de mes positions à l'achat, donc les actions que j'ai dans le portefeuille, les actions que j'ai encore achetées cette semaine, elles sont beaucoup plus importantes que ma protection avec des options put que j'ai pris déjà la deuxième fois. Donc la première, elle a marché, donc la première, je finis dans la monnaie, donc ça c'est très bien. En fait, cette assurance, en quelque sorte, elle m'a protégé déjà pendant la première vague de baisse. Et maintenant, jusqu'à septembre, mi-septembre, j'ai pour une expiration de, je ne sais plus quand, 22 septembre, je crois, j'ai aussi un put sur les futurs S&P 500. Et par contre, là, je ne suis pas certain qu'ils vont finir dans la monnaie. C'est vrai qu'il reste encore presque 2 mois.
et je doute quand même parce que l'image pour moi commence à être plus optimiste que cela a été avant. Je parle de fondamental parce que l'analyse technique, il faut toujours regarder dans le contexte fondamental. Donc on ne peut pas regarder séparément. En fait, l'analyse technique, c'est vrai qu'il a cette force de vous présenter en quelque sorte selon les comportements des prix du marché, vous donner une idée sur les fondamentaux, mais nous devons regarder les trois piliers que je mentionne souvent dans mes vidéos, c'est macro, c'est fondamental et technique qui représente la vie du marché. Vous voyez, donc dans cette zone-là, on commence à tester déjà des résistances, des supports, pardon, et pour moi, il n'est pas exclu que nous allons passer et aller retester les moyennes mobiles de 100 jours. Donc pour moi, c'est plutôt ce scénario que je vois à court terme. Après, à long terme, je ne veux pas trop parler de long terme parce que c'est compliqué. Il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu, et notamment d'ailleurs la crise en Ukraine, comment elle va se terminer, quelles seront les conséquences. Peut-être Poutine, il va utiliser les armes nucléaires, on ne sait jamais. Donc vous savez, j'aime pas trop me projeter trop à long terme quand on n'a pas suffisamment des billes pour le faire. Aujourd'hui, clairement, au niveau de la macro, ça reste très fragile. Mais à court moyen terme, je n'exclus pas le rebond qu'a présagé d'ailleurs JP Morgan il n'y a pas longtemps, peut-être pas jusqu'à 4800 comme s'attendait JP Morgan, ça c'était vraiment le plus haut historique là, qu'on voit ici. Mais en tout cas, le rebond puissant sur le marché financier, je n'exclus pas que c'est une hypothèse assez fiable pour les semaines à venir. Voilà, on va voir. Ensuite, je retourne encore une fois sur mon tableau de bord. Après, pour le CAC 40, donc on est resté stable plus ou moins, et il n'y a pas grand chose à dire. Donc CAC 40, ça a suivi plus ou moins la tendance globale des grands indices. Index dollar et dollar USD euro. Donc je pense que pas mal de personnes me demandaient quel était mon avis, quelles sont les conséquences. Moi, je pense que c'est très médiatisé en fait, cette paire euro-USD. C'est un peu comme les débats sur la récession. Vous savez, la récession de 0,1%, ça reste juste un chiffre. Mais euro-dollar aussi, c'est pareil. Je vous disais toujours depuis le lancement de la chaîne Mind the Cash, je disais que dollar, c'est une valeur refuge. Tout ce qu'il raconte des chaînes complotistes, que genre c'est dollar, c'est du papier, peut-être c'est du papier toilette, j'en sais rien du tout, mais dans tous les cas, aujourd'hui, le marché, le monde financier actuel, le monde capitaliste voit le dollar comme une valeur refuge. Et encore une énième fois, ça fait 20 ans que ces personnes-là répètent que le dollar c'est de la merde, il faut le vendre et c'est n'importe quoi. Ça fait 20 ans qu'ils ont tort, peut-être qu'ils auront raison un jour, ça je n'exclus pas, mais aujourd'hui, encore une fois, ça leur prouve le fait que voilà, dollar, dès qu'il y a des tensions, dès qu'il y a des incertitudes, on recherche tous le dollar. Après, si on va rentrer dans une hypothèse que je viens d'évoquer d'un rebond des marchés, évidemment, il y aura plus d'appétit au risque et on va chercher les valeurs qui sont plus libellées en euros. Je ne pense pas que ça va être fou en fait comme mouvement parce que le marché de la dette européenne n'est pas du tout en bonne santé. Ça c'est clair et net. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour que je vous en parle que la BCE aujourd'hui ils ont annoncé qu'ils vont annoncer la semaine prochaine, ou je ne sais pas dans les semaines à venir, leur fameux outil magique qu'ils vont utiliser pour gérer cette inflation historiquement élevée. Je vous ai déjà parlé sur mon blog, j'en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos, que la BCE ils menacent à chaque fois qu'ils ont une arme secrète pour lutter contre l'inflation sans, on va dire, faire exploser le marché de la dette. Et cet instrument, elle s'appelle apparemment Transmission Protection Mechanism. Je n'ai pas encore beaucoup de détails, donc je préfère d'attendre que la communication officielle de la BCE pour qu'ils nous expliquent qu'est-ce que c'est exactement. Il y a déjà des avis parce que 80% des analystes s'attendent que cette solution soit mise en place. Pour l'instant, je n'ai pas encore étudié, donc je préfère de bien étudier cette partie-là parce que toujours les marchés interbancaires et les instruments de régulation monétaire sont assez complexes. Et je vais peut-être soit faire une petite vidéo à part pour vous expliquer ce que c'est parce que probablement ça va devenir notre nouvel paradigme des marchés, en tout cas en Europe, pour les mois, voire les années à venir, comme c'était les quantitative easing. Peut-être c'est une autre forme de quantitative easing caché qui va être lancée et qui va être faite de manière pour ne pas trop perturber les taux réels.
J'en sais rien, bon, parce que là je ne suis pas un banquier central, donc je vais voir, je vais plutôt lire ce que va dire Christine Lagarde. Voilà, dans tous les cas, en Europe, il y a un problème, clairement, parce qu'il y a les pays qui sont fragiles, mais il y a les pays qui sont très endettés, les pays du sud de l'Europe. Et je ne pense pas que les flux financiers vont aller vers l'Europe massivement, parce que quand on parle des flux financiers massivement, ça veut dire forcément, en quelque sorte, on présume l'intérêt envers à la dette libellée dans cette devise. Et j'ai du mal à croire que la dette libellée en euros va intéresser les investisseurs. En revanche, les actions en euros vont probablement intéresser les investisseurs. Mais les flux financiers sont moins importants que sur le marché de dette, donc je ne pense pas finalement que l'euro-dollar va bénéficier énormément de rebond du marché s'il aura lieu. Moi, franchement, je trouve encore une fois que c'est assez exagéré tous ces débats, que voilà, l'euro-dollar, c'est une catastrophe, que l'euro s'effondre. Ouais, ok, il s'effondre, c'est mieux pour l'Europe, c'est mieux pour certaines entreprises. Bon, c'est moins bien pour d'autres, mais dans tous les cas, pour notre pouvoir d'achat, si nous sommes dans la zone euro, ça ne change rien. Pour moi, c'est même bien parce que moi, vous savez, je travaille en Suisse, mais je consomme on va dire, entre la France et la Suisse. Donc, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Et du coup, je ne pense pas spécialement que ça change grand-chose au niveau de contexte macroéconomique. Pour moi, le cours, la parité de l'euro-dollar, c'est plus un indicateur a posteriori qui confirme certains mécanismes qui sont en train de tourner dans la planète financière et qui prouvent certaines hypothèses qui sont en train de se confirmer que le dollar c'est une valeur refuge, que les États-Unis sont toujours un leader économique du monde et quand il y a des risques, l'investissement va vers les actifs en dollars plutôt que vers les actifs en euros et ça confirme évidemment qu'il y a des problèmes sur la dette européenne. Qui en doutait? Dites-moi dans les commentaires si vous doutez que c'était le cas. Moi, je ne doutais pas, donc pour moi, c'est tout à fait logique d'avoir l'euro plus faible. Et je ne vois pas ça comme un problème économique majeur. Voilà, euro CHF, CHF qui est devenu plus cher que l'euro, c'est rare, c'est vrai que ça fait, je crois que c'est la première fois que je vois ce cours-là. Bon, c'est mauvais pour l'économie suisse, mais bon, c'est évidemment pas le sujet principal de cette vidéo. Pour l'euro, encore une fois, ça change rien. C'est juste des indicateurs déjà qui confirment l'évidence. Maintenant, la dette américaine, je dis toujours, regardez les talons, les 10 ans et les repasser en dessous les 3. Encore une fois, ça confirme ce que je viens de vous dire, parce que quand on parle des taux de change, les taux d'obligation du pays en dollars, c'est fortement lié comme sujet. Et donc là, on voit qu'il y a une certaine stabilité sur les taux américains, malgré l'inflation, malgré les menaces très hawkish de Jerome Powell de remonter encore les taux directeurs. Et bien là, on s'arrête sur le niveau 3, qui est un niveau tout à fait raisonnable. Et en plus, l'inflation réelle, l'inflation qui tient compte, le taux réel, donc c'est le taux qui tient compte de l'inflation, donc c'est le taux 3% que vous voyez sur le marché, moins l'inflation, donc l'inflation on est presque à 9, plus que 9, donc 3 moins 9, vous voyez qu'elle est largement négatif, et le taux réel il est largement négatif actuellement, et ça représente une certaine forme d'une quantitative easing caché, donc d'assouplissement monétaire caché, qui permet évidemment de continuer à s'intéresser aux actifs à risque. Pétrole, nous avons déjà parlé, le VIX, c'est pas un indicateur avancé, donc il reste sur des niveaux relativement élevés par rapport aux historiques, mais rien de fou. Ensuite, les autres, la dette française, ok, ça c'était 1,65, donc c'est plus élevé qu'on a vu à presque zéro. L'Italie, ça fait peur, l'Italie a dépassé en francs les États-Unis. Vous savez, avant, la dette italienne, elle payait moins de taux, le taux moins élevé que la dette américaine, ça n'a aucun sens. Maintenant, ça fait plus de sens qu'évidemment, l'Italie est bien plus risquée que l'État en termes de signature de leur dette. Et l'or, le Bitcoin, plus ou moins dans la même tendance. Bitcoin a repris un petit peu, il essaie de préserver son support avant 1000. Donc c'est volatile, ça reste volatile. Et l'or, comme je vous disais, pour moi c'est un actif purement spéculatif. Quand tout va baisser, l'or va baisser. Et ce qu'on voit sur les marchés, encore une fois, bonjour à tout le monde qui pensait que l'or va nous protéger pendant les crises. L'or, encore une fois, je pense que c'est encore un autre point que je répète depuis le lancement de la chaîne Mind the Cash,
que l'or, ce n'est pas un actif refuge. L'or, c'est juste en jouet, où certains se font des fantasmes. C'est vrai que ça peut nous protéger dans un cas vraiment d'une guerre nucléaire avec Vladimir Poutine, peut-être. Ça va nous protéger peut-être s'il y a un collapse financier genre au niveau international, un peu du style, je ne sais pas, peut-être 2008-2009, où on va parler que vraiment toutes les banques vont faire faillite, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où se mettre de l'argent, comment que aura l'inflation avant 30%, peut-être là, dans un scénario catastrophique comme ça, on reparlera de l'or parce que ça signifie en fait en quelque sorte le retour au Moyen-Âge, et l'or c'est un actif de Moyen-Âge. Et je veux passer sur la deuxième partie de cette vidéo. Je veux parler plus de la stratégie, plus des idées d'investissement. Je vais également vous parler de ce que moi j'ai acheté cette semaine. Et donc, cette semaine, il y a eu des banques qui ont publié leur trimestriel et c'était une déception. Les premières banques qui ont publié, c'était JP Morgan Chase et Morgan Stanley. Ce sont des banques d'investissement. Pour ceux qui sont novices dans le secteur bancaire, je vous répète qu'il y a deux types de banques. Bon, il y a plusieurs en fait, mais je simplifie. Il y a les banques de détail, comme Crédit Agricole, comme Société Générale, un peu de tout, comme BNP, et les banques d'affaires. Les banques d'affaires, c'est un autre business, il ne faut pas les confondre. Le problème, c'est que souvent, ces banques, elles mixent les deux activités. Donc, il y a la banque d'affaires et il y a la banque de détail. Et d'ailleurs, pendant la crise 2008-2009, il y a eu tout un débat social pour séparer les deux activités. Parce que banque d'affaires, c'est souvent lié au trading, c'est souvent lié à la prise de risque. Mais en réalité, la banque d'affaires, ce n'est pas du trading, c'est plus le service bancaire, c'est plus tout ce qui est introduction en bourse, accompagnement des entreprises, etc. etc. Donc, bref, il y a beaucoup des images qu'on se fait, parce que quand on parle de banque d'investissement, on s'imagine tout de suite des traders, tandis qu'il y a du trading, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas nécessairement dans la théorie, ce n'est pas nécessairement leurs activités principales. Et en fait, JP Morgan Chase et Morgan Stanley, ce sont des banques assez chères, classiquement, parce que donc, là je les ai regardées, ils sont dans ma liste, mais elles restaient toujours très chères. Mais finalement, ils ont déçu. C'était lié à la récession, ça a réanimé les débats sur la récession aux États-Unis, et je pense que ça a ouvert une certaine opportunité. Donc là, si on regarde maintenant la banque JP Morgan Chase, et je vous répète que JP Morgan, c'était une des banques qui a passé le mieux la crise des subprimes, et ça c'était un bon stress test pour les banques. En France d'ailleurs, c'était la BNP. Donc ça prouve que le service de risk management fonctionne plutôt bien, donc parce que même dans un contexte où tous leurs clients avec lesquels ils ont des contrats, donc n'oubliez pas que le système bancaire est très relié, donc si par exemple une banque importante fait faillite, dans ce cas-là l'effet domino est quasiment garanti, et l'effet domino c'était une vraie menace pendant la crise de subprimes. Donc, et JP Morgan Chase, elle a passé plutôt pas mal cette crise de subprimes, et maintenant vous voyez la chute de cette valeur depuis ses plus hauts, chute sur on va dire des rumeurs, des discussions assez discutables. Et donc là, on voit qu'on attend déjà 35% de baisse sur cette valeur depuis leur plus haut. Et je pense qu'à ce moment-là, on peut se demander est-ce que ce n'est pas un point d'entrée. Et moi, j'ai pris une position. J'ai pris une position justement le jour quand ils ont publié leur trimestriel, ils ont chuté, c'était moins 4%. Donc là, je suis déjà à presque plus 10%, même plus que 10%, je crois, sur cette ligne-là. Bon, évidemment, c'est une non réalisée, donc pour l'instant, je n'ai pas fixé, je garde cette valeur. Ce n'était pas du trading, c'est pour du long terme que je l'ai pris. Donc cette valeur m'intéresse à long terme. Je vais vous montrer pourquoi. Quand vous analysez les banques d'investissement, il faut faire attention, il faut lire un peu différemment le bilan. J'ai noté en fait que vous m'avez demandé une vidéo sur le bilan, comment lire le bilan, qu'est-ce que signifie chaque ligne de bilan. D'ailleurs, si cette vidéo va faire plus de 500 vues, je vais faire cette vidéo, donc n'oubliez pas de mettre un like, comme ça je vais être sûr que vous voulez connaître un petit peu comment lire les bilans des entreprises, en tant qu'investisseur bien sûr. Et pour les banques, il y a quelques particularités quand même très importantes, parce que leur bilan c'est principalement des prêts et des produits financiers. Des produits financiers sont souvent valorisés au marché, donc leur valorisation est relativement fiable, contrairement aux entreprises classiques, parce que les banques ce ne sont pas des entreprises classiques, et donc on peut évaluer leur bilan de manière un petit peu plus sûre. Après là je prends quelques parenthèses.
parce que quand même, il peut y avoir des produits qui sont très difficiles à valoriser, surtout pendant les crises, quand la liquidité est faible. Donc ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Mais dans un cas général, si vous prenez Crédit Agricole, vous savez, s'il a donné 10 milliards de crédits, donc à moins qu'ils font tous faillite, vous avez quand même 10 milliards d'actifs potentiels sur leur balance. Voilà, et ça nous permet effectivement d'utiliser les ratios relativement simplistes pour valoriser les banques, notamment le valeur price to tangible book. Donc ça veut dire que c'est le rapport du prix de l'action vers la valeur tangible. La valeur tangible, c'est principalement la quantité, en fait, l'ensemble des actifs de la banque. Et quand elle est en dessous de 1, c'est le cas quasiment pour toutes les banques françaises, cela veut dire que la valorisation du marché elle est inférieure à la valeur, ce qu'on dit mark to market de leurs actifs. Et évidemment, ça représente une certaine sous-valorisation. Je vais vous montrer, par exemple, avant de parler de JP Morgan Chase, je vais montrer Crédit Agricole. Bon, je ne sais pas quel ticker utilise Investing. Est-ce que c'est pas le même ticker que pour les valeurs françaises? C'est bizarre. Vous voyez, donc par exemple pour Price to Tangible Book pour Crédit Agricole, elle est à 0,5%. Donc ça veut dire que le marché au cours actuel valorise seulement 50% de leurs actifs. Et c'est une banque, on va dire, assez peu risquée, parce qu'en fait, ils interviennent très peu dans le trading, contrairement à JP Morgan. Et du coup, moi, je trouve ça assez intéressant, en tout cas même à long terme, à court terme, comme vous voyez. Donc, en fait, elle est sous-valorisée, ce qu'on peut dire. Ce qu'on peut constater, qu'elle n'est pas chère, ça c'est clair. Voilà, maintenant, si je reviens sur JP Morgan Chase, qui est un profil de la banque très différent, parce que c'est une banque d'affaires, évidemment, donc du coup, elle est plus rentable, mais par contre, on doit s'attendre à des valorisations plus exigeantes, et généralement, les banques américaines sont plus chères sur le marché. Et donc là, on voit que le price to tangible book, elle est 1,6, donc ça veut dire qu'elle est mieux valorisée par le marché. On ne voit pas une telle décote comme on a sur Crédit Agricole. Par contre, les marges sont très importantes ici et les rentabilités. Donc ici, il ne faut pas regarder ROIC, que moi je préfère, c'est mon ratio préféré pour les autres types d'entreprises. Mais pour les banques, vu que ROIC tient compte de la dette, et la dette des banques, c'est la dette où il emprunte à la banque centrale, il emprunte sur les marchés interbancaires pour refiler la dette au taux plus élevé. Parce que vous savez, le principe de fonctionnement du modèle bancaire, elle est très simple. En gros, ils empruntent à taux faible. Bon, pas vraiment à la banque centrale, mais ils empruntent généralement sur le marché interbancaire pour après reprêter à vous, à moi ou aux entreprises au taux plus élevé. Et sur ce différentiel, ils touchent l'argent. Et donc du coup, leur dette, c'est pas vraiment la dette. En gros, c'est la dette pour refourguer à quelqu'un d'autre. Grosso modo, c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, on ne peut pas voir l'endettement de la banque comme l'endettement de Total ou de Vinci, par exemple. Vous voyez. Donc voilà, et par contre, les retours en equity qui ne tient pas compte de la dette, ça c'est assez représentatif et là, il affiche de très bons chiffres. Ensuite, le dividende, il est à 3%, ce qui est pas mal. Il y a le dividend growth rate, payout ratio, par contre, il n'est pas publié, mais je crois que sur un autre service, j'ai vu qu'il est de l'ordre de 30 aujourd'hui, ce qui n'est pas élevé du coup. Et donc, du coup, JP Morgan Chase, et techniquement, fondamentalement, je trouve que c'est pas mal comme une opportunité. Ensuite, je vais vous parler d'une valeur spéculative, une ligne spéculative que j'ai ouverte. J'ai publié sur le Option Invest. Donc, ceux qui font partie de mon Option Invest, vous le connaissez déjà. J'ai expliqué un tout petit peu plus en détail. Le jour quand j'ai passé ce trade, je l'ai publié sur Facebook et sur la chaîne privée Option Invest. Donc, si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. C'est Delta Airlines. Delta Airlines, il a publié ses résultats trimestriels également cette semaine et il était pas mal. Par contre, l'action elle a chuté. Bon, il a été mal barré parce que je crois ils ont publié leurs chiffres le mercredi justement quand les CPI ont été publiés. Et ce jour-là, donc du coup déjà, elle est chutée et le marché n'a pas aimé. Je ne sais pas pourquoi la publication, mais en même temps, il y a eu déjà le contexte très négatif sur la bourse en général. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai pris un strike à 25 $. Donc vous voyez que le prix actuellement, il est... c'est quoi ça? Ah voilà, donc il est de 30, en fait, il est fermé à 30, juste au-dessus de 30. Et quand je passais mon ordre, il était à 28, je crois. Donc j'ai pris le strike qui était déjà dans la monnaie. Dans la monnaie, c'est assez rare que je fais
je fais les trades dans la monnaie parce que la prime, évidemment, il tient compte de la valeur intrinsèque de cette option. Donc, parce que le prix d'option, il contient deux gros éléments. La valeur intrinsèque, c'est qui est la différence entre le strike et le marché, et plus la valeur extrinsèque, ce qu'on appelle parfois la valeur de temps, qui permet de presser quelque part la probabilité de la hausse ou de la baisse de sous-jacent, dans notre cas de l'action Delta Airlines. Et donc du coup ça me permet faire quoi? Ça me permet de limiter mon risque maximal. Donc effectivement j'ai payé la prime quand j'ai pris le call qui expire en décembre. Donc ça veut dire que si demain Delta Airlines déclare la faillite, il passe sous le Chapter 11 des États-Unis, donc du coup, imaginons qu'elle sorte de la côte, elle vaut 0, etc. Moi, je vais perdre la prime. Donc certes, j'ai payé un peu cher la prime parce qu'il y a de la valeur intrinsèque, que les valeurs qui sont out of the money, donc dont les strikes pour les calls sont supérieurs au marché. Donc si le marché est à $30, donc les strikes out of the money sera 31, 32, etc. Donc ces options vont être beaucoup moins chères parce que leur prix ne représente que la valeur extrinsèque, la valeur de temps, qui dans ce cas-là va représenter la probabilité que le prix à l'échéance, à l'expiration de cette option atteint tel ou tel strike. Mais par contre, si vous achetez la valeur out of the money, vous avez ce qu'on appelle une delta moins importante. Delta, c'est une sensibilité au prix du sous-jacent. Donc quand l'option est déjà dans la monnaie, elle est très sensible au prix du sous-jacent, et donc du coup plus le sous-jacent avance, plus le prix d'option augmente. Et vu que c'est une position spéculative, j'ai décidé d'acheter une option dans la monnaie parce que justement cette sensibilité au prix m'intéresse beaucoup, parce que moi je veux rapidement profiter de la hausse de ce titre de rebond, parce que je vois déjà le point technique, je vois déjà que fondamentalement ils ont publié pas si mal que ça. Déjà avec tout le Covid, j'ai du mal à croire qu'il y aura des fermetures comparables à l'année 2020. Donc probablement il y aura des restrictions, mais je ne pense pas qu'on va fermer les lignes aériennes, donc il n'y aura plus de vols. Donc je pense que les restrictions vont être beaucoup moins sévères que nous avons vécu en 2020. Et je pense que les risques de Delta Airlines sont exagérés. Pourtant, le prix actuellement, quand j'ai acheté, il était assez proche, assez plus bas de Covid de 2020. Je pense que c'est exagéré, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre cette position spéculative qui est déjà large. Je pense que je suis déjà à plus 40%, parce qu'évidemment, ce sont des positions à levier, c'est des calls, mais ce sont des positions à levier où vous avez la maîtrise totale sur votre risque. Vous savez, la magie des options, c'est que vous avez la certitude de votre perte maximale. Quoi qu'il en arrive, même si le marché est fermé, vous n'allez pas perdre plus que votre prime payée, et c'est très différent par rapport au stop loss. Les stop loss ne vous donnent pas cette protection. Certains le croient, certains qui sont novices, ils pensent que les stop loss, ça vous protège. Ça vous protège en intraday. Et c'est pas en intraday que le plus gros mouvement se réalise. Par exemple, dans la plupart des cas, la publication se fait quand les marchés sont fermés. Si la publication est mauvaise et si vous êtes long, dans ce cas-là, le marché va s'ouvrir largement en dessous de votre stop et vous allez perdre beaucoup d'argent, une somme illimitée d'argent. Cette situation ne peut pas structurellement arriver avec des options. Voilà, donc ça c'est un petit cursus des options très rapide pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le club Option Invest. C'est mon esprit de la chaîne, j'essaie qu'il soit accessible à tout le monde. Donc l'abonnement de club, il coûte 149,99 €, donc 150 € en gros, et ça vous donne l'accès à vie. Donc il y a une formation, je fais des posts de mes positions que je fais sur le marché optionnel, et il y a une chaîne Telegram privée que vous pouvez également rejoindre pour poser des questions. Je pense que déjà, même si pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt de trader les options, déjà pour avoir une idée comment ça se passe, pour voir des cas concrets, je pense que ça peut être assez intéressant. Voilà, vous pouvez me contacter si vous avez plus de questions. Voilà, ça, ce sont les deux positions que j'ai prises cette semaine. Donc, c'est une spéculative, c'est Delta Airlines, et la deuxième, elle était plus d'investissement sur le secteur bancaire. Je pense que, notamment, globalement, dans le secteur bancaire actuellement, il y a beaucoup d'opportunités. Et pour finir sur ce sujet des valeurs bancaires, les valeurs financières, la troisième position que j'ai ouverte cette semaine, c'est la ligne de la catégorie A, l'action que je rêvais d'avoir depuis longtemps, et j'avais raison d'être patient. Ma patience m'a payé, donc, donc là, moins 40% depuis le début de l'année, donc pour une catégorie A, c'est très très rare.
mais c'est surtout le niveau qu'il attend de presque 1000 $. C'était quand? C'était fin l'année 2021, était complètement exagéré, donc j'avais raison d'attendre. Et maintenant, j'ai pris cette action en dessous de 600 $. Je pense que c'est très bien valorisé, elle est extrêmement rentable. BlackRock, c'est le numéro 1 d'asset management. Si vous avez que le PEA, en fait, l'action Amundi, il a le profil très similaire parce que c'est un leader européen. Mais si vous voulez un leader mondial, une société qui gère le monde, d'ailleurs sur Arte, il y a des commentaires très intéressants sur BlackRock. C'est vraiment très intéressant. On va jeter rapidement un œil sur... en fait, il est dans ma liste de catégorie A, que normalement vous devez pouvoir trouver aussi sur le site, mais là je vais vous montrer là tout de suite maintenant. Donc BlackRock fait partie des rares valeurs de la catégorie A, et du coup on va voir les ratios. Par contre ça va être... on va régaler là, avec un ratio de BlackRock. Vous voyez, les marges sont énormes, la rentabilité elle est très très élevée. Donc il y a des forts avantages concurrentiels, vous savez. C'est magique en fait quand même un petit peu quand on parle des asset managers, ils ont des énormes avantages concurrentiels quasiment garantis. Si l'entreprise elle est grosse, beaucoup de clients, moins que pour ça, vont aller investir avec ces entreprises-là. Et donc c'est le cas pour Amundi au niveau européen, et c'est le cas BlackRock au niveau mondial. Donc c'est tout à fait le même raisonnement. Donc la dette, le dividende actuel n'est pas très alléchant, donc moins de 2%, mais en tout cas le dividend growth rate est assez important, et payout ratio il n'est pas très élevé non plus. Bon, c'est la catégorie A classique, donc je pense que techniquement et fondamentalement elle est assez intéressante parce qu'on est arrivé sur un support. Certes, on peut encore y descendre, mais là j'ai initié ma première position, elle n'est pas très grosse, je suis à peu près à 1% de mon portefeuille. Pour une catégorie A, c'est rien du tout. Je peux encore doubler, tripler, quadrupler s'il faut pour atteindre mon objectif. Donc du coup, je pourrais, si jamais il y a une baisse, de profiter encore des niveaux plus intéressants sur BlackRock. Évidemment, il n'y a aucun risque. En tout cas, moi je ne vois aucun risque pour cette entreprise. Aucun risque, je me corrige parce que c'est pas très professionnel de le dire, elle a toujours le risque. Mais pour une valeur comme ça, le risque il est clairement moins important que sur la plupart des valeurs de la cote mondiale, si vous me permettez. Ça reste une valeur de grande qualité. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Déjà c'était assez long. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez déjà un petit peu la nouvelle ambiance. La nouvelle, bon c'est pas encore très décoré, ça va être fait beaucoup mieux que ça. Je commence à avoir du matériel professionnel. Je vais peut-être faire une vidéo de vlog en fait sur mes premières expériences en Provence. Je vous rappelle qu'il y a l'Instagram, mon Instagram qui est aussi dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent me suivre un peu mes histoires provençales, je publie pas mal de posts sur des différentes animations qui se passent ici, comment se passe la vie dans le sud de la France. Donc ceux qui sont intéressés, rejoignez-moi sur Instagram également. Voilà, je vous dis à très bientôt. Profitez de dimanche ensoleillé, peut-être un peu chaud. Mais dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Inscrivez-vous sur mon blog pour rester en contact toute la semaine. Allez, mind the cash, bye bye.